Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans Et alors, c'est le 47e numéro. Et attendez, mais qu'est-ce que je vois là-bas dans le noir? Mais c'est qui? Mais c'est lui. Mais il est revenu. Voici Gauthier, mesdames et messieurs. Bonsoir Salut. Gauthier. Salut Christophe, salut James, et salut Elmina que je ne connaissais pas avant. Salut. Effectivement, James. Effectivement, Gauthier, tu ne reviens pas seul. Elmina nous revient après son essai transformé de la semaine d'il y a 15 jours. Et James, toujours fidèle au poste. Comment vas-tu, James? Eh ben, ça va très bien, super, merci. Bonsoir à tous, ravi de te retrouver comme tous les 15 jours et même plus, mon cher Chris. Ravi de te retrouver Elmina et ravi de te retrouver Gauthier, ça fait si longtemps. Ouais, ça fait vraiment longtemps, ouais. Je suis très content d'être là. Ouais, eh ben moi je suis Beau très content programme. que tu reviennes parce que tu nous avais manqué. Je dis le nous inclusif en incluant James. Exactement. Et je te le permets, je te permets cette inclusivité, mon cher ami. James, de quoi va-t-on parler? C'est quoi le programme aujourd'hui? Aujourd'hui, je crois que tu nous réserves un carton rouge pour un film sorti récemment. Ouais, et pour lequel on va débattre. Hein. J'ai l'impression que tu n'es pas d'accord avec moi. Je parle de Captain America 4, Brave New World, ce qui veut dire en anglais, s'il te plaît, avec la bonne prononciation. Brave the New World, brave le nouveau monde, construis le nouveau monde. Non, je ne sais pas en fait. Quelque chose de nouveau monde. Et on enchaîne. On parlera aussi. On parlera aussi de la série Dissociation, ou en anglais Sévrance. Comment on dit ça avec l'accent anglais, James? Severance, tout simplement. Nous parlerons aussi du film The Brutalist, qui est venu à grand tambour dans les médias français. On verra si c'est justifié ou pas. Et écoutez, je vous propose de démarrer tout de suite. Et juste avant de lancer le générique, Brave the New World, affronter le nouveau monde. Ah ben merci d'avoir cherché, nickel. On regarde quoi, tonton? Sévrance ou dissociation. Je vais peut-être, vu mon anglais, vu mon accent anglais, je vais peut-être l'appeler dissociation, tiens. Si cela ne vous dérange pas. Dissociation, donc, une série sur Apple TV. Elle en est à sa 2e session. Qui nous fait le pitch? Gauthier, peut-être, en avant. Ok, c'est difficile à pitcher. Alors non, c'est pas si difficile à pitcher en fait. Donc on imagine un monde en fait où dans les entreprises, les employés peuvent subir une opération chirurgicale pour dissocier leur moi, on va dire, qui travaille et celui qui est dans la vie de tous les jours. Donc ils arrivent au travail avec une personne vierge de toute mémoire. Et donc, Voilà, c'est ça. C'est un corps de personne. ouais, c'est ça, un corps de personne. Ça pose pas mal de questions. C'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'est une personne sans ses souvenirs? La personne se réveille sur une table et c'est tout ce qu'elle connaît au final, au début. Elle n'a jamais vu le jour. Donc c'est assez intriguant comme série, ouais. Mais par contre, elle a toujours le souvenir de son travail, donc elle sait comment exercer son travail. Elle ne se souvient Bah, que il de comment accomplir ses tâches pour la société. y a deux personnes. Il y a la personne qui est à l'intérieur du travail et qui ne connaît que ça et qui apprend le travail qu'on lui demande de faire. Et il y a la personne à l'extérieur qui ne partage pas les souvenirs, donc qui ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur et qui finalement a l'impression de ne pas travailler en fait. Puisque le matin, elle part au travail et puis en un claquement de doigts, elle se retrouve dans sa voiture fin de journée. D'accord, et Donc, donc pour moi qui n'ai pas vu cette série, si tu veux me donner envie, qu'est-ce qui se passe en fait dans cette série? Parce que je me doute qu'il y a un rebondissement et que forcément quelque chose se passe pour donner le suspense au spectateur. Eh ben pas tant justement. Moi, je trouve qu'il se passe pas grand-chose. C'est assez méditatif comme série, je trouve. Alors, je On- vais te contredire. C'est méditatif, oui, mais c'est mystérieux. C'est-à-dire que Ouais. le travail qu'on leur donne est absurde et extrêmement bizarre. C'est-à-dire qu'ils doivent sentir des chiffres qui défilent sur un écran. Et lorsqu'ils les sentent mal, il faut évacuer les chiffres. Ils travaillent dans un environnement qui ressemble plus à un labyrinthe pour souris blanches, pour souris de laboratoire, qu'un travail en entreprise normale. Tu sens que les employés sont traités comme des enfants, comme des gosses. C'est très infantilisant. Il y a un vrai mystère un petit peu à la Lost sur le lieu dans lequel ils travaillent, sur pourquoi ils travaillent. Ouais, Il y c'est a un vrai. vrai mystère. Et Est-ce donc que tu es d'accord avec ça? après 2 saisons, que veut nous dire cette série? Alors, Bah, Roux, tu vas trop vite. Ouh là là! Tu vas trop vite. Je veux bien, avant qu'on réfléchisse à ce que ça veut dire, je veux bien entendre Elmina sur la série. Elmina, tu as regardé le début, qu'en as-tu pensé, toi?
Je trouve que moi, j'aime bien l'idée, en fait, j'aime bien le synopsis et c'est vrai qu'en lisant le synopsis, je savais pas trop à quoi m'attendre, en fait. Au début, je m'attendais à autre chose. Je pense que j'avais mal compris le synopsis et moi, j'aime le côté mystérieux, même s'il se passe pas grand-chose et que j'ai regardé, que le début pour l'instant. J'aime le côté, mystérieux, de la série où en fait, c'est qu'on se pose plein de questions, on comprend pas trop. On se demande pourquoi autant de surprises au final, pourquoi dissocier le travail et la vie personnelle alors que le métier on comprend pas trop en fait, pourquoi tant de mystères et en fait, ça pose plein de questions et au fil, de la série, on voit que il y a des choses étranges qui se passent en fait et on se demande si c'est pas plutôt une expérience ou quelque chose comme ça. Et donc il y a une remise, il y a une remise en question je veux dire, du personnage principal, qui arrive, à retrouver des souvenirs malgré qu'il soit au travail. Enfin, en fait, j'arrive pas à comprendre où veut nous emmener la série et sans trop vous mentir, pourtant vous avez l'air de l'adorer cette série, mais j'arrive pas à vous suivre. Mais Moi, je pour trouve que c'est répondre une à ça, je vais plutôt te répondre, je vais répondre à ta question, qu'est-ce que nous dit la série? Mais avant, je veux bien que Gauthier réponde à ta question. moi, je trouve que c'est surtout l'intérêt que j'ai trouvé, c'est une grosse critique du capitalisme et de la religion, au final. Et tous ces petits trucs qu'on comprend pas trop, comme par exemple, ce qu'ils font dans leur travail concrètement, ils trient des nombres, il y a des nombres qui leur font peur, ils les mettent dans des boîtes, on comprend pas trop. En fait, c'est parce que c'est pas trop important finalement ce qu'ils font. Pendant longtemps, j'espérais finir par comprendre ce qu'ils font, ce qu'ils faisaient dans leur travail. Et puis j'ai un peu arrêté de me dire qu'ils allaient nous dévoiler ça dans le futur. Bah, peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas trop. Mais c'est surtout une genre de métaphore d'un travail qui a pas vraiment d'intérêt, ou en tout cas, les employés savent pas vraiment quelle est la finalité de leur travail. On leur donne les récompenses dont parlait Elmina ou Christophe, je sais plus trop. S'ils travaillent bien, ils ont des ballons, tu vois, on leur file 3 ballons, ils sont trop contents. Et comme ils ont connu que ça finalement, tu vois, ça permet ils savent pas à l'extérieur tout ce qu'il y a, tout ce qui peut être cool, donc 3 ballons, ils sont trop contents. Et donc, c'est un peu une critique comme ça, je trouve, des grandes entreprises qui font travailler bêtement des employés. Enfin, eux, ils savent très bien pourquoi ils les font travailler, mais les employés, nous, on va plutôt se dire, bon, bah, c'est un travail, je fais ça pour bouffer, donc finalement, je me mets en off, quoi. Je me mets en off la journée, et puis quand je rentre le soir, j'ai fini ma journée de travail. Et donc il y a qu'un seul corps, c'est-à-dire que quand il sort de l'enceinte du travail, il récupère, sa mémoire d'avant? Ouais, quand il passe dans l'escalier, dans l'ascenseur, tu vois qu'il shift un petit peu, et donc tu vois tout le temps que où il passe du sourire au une tête neutre ou l'inverse. Il change vraiment il change de personnalité dans l'ascenseur. D'accord, et lui, il sait pas ce qui lui est arrivé, quand il passe de l'un ou l'autre côté du miroir? C'est ça. Et en fait, il y a 4 personnages principaux qu'on suit, et 4 archétypes un peu différents de personnages, et il y en a, l'histoire commence, il y en a un qui s'est fait virer, enfin qui est plus là en tout cas, et donc ça laisse la place pour une nouvelle personne qui va arriver. Je me rappelle plus son prénom. Ellie, je crois. Marc. Non, la femme Ah, qui arrive. Ellie R. Voilà, et en gros, on s'identifie un peu à elle puisqu'elle découvre en fait tout ce qui se passe. On découvre en même temps qu'elle tout ce qui se passe dans cette boîte, comment ça fonctionne, etc. Et on se pose les questions en même temps qu'elle au final. Ça y est, vous avez réussi un peu à m'embarquer, à me donner envie de voir cette série. Et donc Chris, qu'est-ce que tu voulais dire toi à propos du fond de la série? Ah, je vais essayer de ne pas faire un tunnel. J'aimerais préciser d'abord qu'il y a, comme disait Gauthier tout à l'heure, il y a une vraie atmosphère à la série. C'est-à-dire que dès le début, tu sens que quelque chose cloche. Que ce soit au taf ou même en dehors, c'est que l'extérieur qui est censé être réel et la vraie vie des personnages, elle est bizarre aussi. Toute la banlieue est extrêmement symétrique. C'est les mêmes immeubles, les mêmes maisons partout, la même configuration partout. Tout est bizarre. Tu sens qu'il y a une religion derrière. On parle beaucoup de Kyr. Tu fais tout ça pour Kyr, etc. Tu sens que c'est pas le monde que l'on connaît et le monde d'aujourd'hui. Il y a quelque chose de vraiment bizarre et qui attire, quoi. Qui attire. On se pose vraiment des questions. C'est un petit peu à la Lost. Moi, j'ai compris, enfin, je pense avoir compris, et je rejoins Gauthier lorsqu'il parle de séries anticapitalistes. Dans un des épisodes, il y a un des personnages donc, qui décide de démissionner. Donc, c'est un personnage qui n'existe que lorsqu'il travaille. Donc, s'il démissionne de son travail, le personnage meurt parce qu'il n'est plus réveillé, il n'a plus de raison d'être. Et donc, il décide de démissionner et un des personnages lui dit non, tu restes
je veux pas que tu partes. Grosso modo, je ne veux pas que tu meurs. Et c'est là le message moi, à mon avis, le message de la série. C'est-à-dire que oui, la vie, elle est absurde, totalement absurde. Tu te lèves à 8h du matin, tu vas faire un taf que tu comprends pas forcément ou qui ne sert pas vraiment à grand chose. Tu n'as pas le temps de vivre, tu n'as le temps de rien, mais tu restes. Pourquoi ? Parce que c'est le mystère qui te fait rester. Et le truc saisissant dans la série, c'est aussi que ces personnages fantômes qui sont là que pour bosser, eh bien, au final, ils sont encore plus vivants que ceux qui vivent à l'extérieur. Parce qu'ils tombent amoureux, ils développent des amitiés qu'aucun personnage n'a à l'extérieur. Et ça te pose vraiment question sur... tu te dis, mais moi, qui je suis si j'ai pas le lien, si j'ai pas un lien amical. C'est une série qui, alors, difficilement, mais te dit, vis ta vie, quoi. Ne t'endors pas. Ça y est, vous m'avez convaincu. Je vais aller voir les 2-3 premiers épisodes. Elmina, tu partages quand même leur avis et tu as envie d'aller au bout de cette série ou ça t'a un peu lassé ? Bah, totalement, enfin, je suis vraiment au début de la série, donc moi, je suis vraiment intriguée par rien que le scénario, en fait, juste le fait qu'ils soient séparés de leur vie, personnelle et leur vie, de travail et en fait, je trouve que c'est très psychologique, parce qu'en fait, tout au long de la série, je pense qu'on se pose des questions, en fait, on se dit: «Mais est-ce que, par exemple, moi, je me verrais, faire ça? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée?» Ouais, en fait, on se pose beaucoup de questions tout au long de la série et j'avais pas envisagé les choses comme ça, enfin, une analyse parce que vraiment je suis au début, mais je trouve ça intéressant de voir ça comme, enfin, une critique, du capitalisme et cetera. En fait, c'est vrai que ça fait beaucoup réfléchir, je trouve, ça pose tellement de questions parce qu'on se enfin, on se dit: «Mais est-ce que je pourrais vivre ça?» que c'est très intéressant. C'est vrai qu'au Bah, début, moi, par exemple, je me disais: «Ah ouais, mais trop bien, j'aimerais trop pouvoir juste shunter la journée qui est chiante au boulot et être dissocié comme ça». Et puis au fur et à mesure, ça te fait poser des questions, tu te rends un peu plus compte de ce que ça implique, etc. Et donc ça fait remettre pas mal de choses en question, même de son propre quotidien, parce qu'il y a des gens qui, sans aller jusqu'à ce niveau de dissociation, se dissocient un petit peu aussi pour aller au travail, ou sont des personnes différentes au travail. top. Bah écoutez, la série s'appelle Severance et j'ai envie de rebondir justement sur le titre parce qu'effectivement elle s'appelle Severance et même en France elle s'appelle Severance. Dissociation, c'est le nom québécois parce qu'on sait que nos amis au Québec adorent traduire tout ce qui est traductible. Ça, c'est Ben, moi, bien. ça m'arrange d'appeler ça dissociation. Donc tu Parce vois, qu'avec mon anglais... oui, mais tu n'avais pas à l'appeler dissociation parce qu'en France la série a bien gardé son nom originel, à savoir Severance, et qui est disponible donc sur Apple TV effectivement. Ok, super. On va s'arrêter là pour le moment parce que je pense vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la série, sur ce qu'elle veut dire, sur ce qu'on comprend. Et je pense que c'est une série que l'on mettra dans l'instant culte la saison prochaine parce que ça vaut vraiment, vraiment. Et puis comme ça, James, on t'obligera à la regarder. Bah écoute, ça me va. Moi, quand je découvre de nouvelles choses et si après ça peut avoir sa place dans l'une de nos émissions, je dis banco, go. Alors, je vous propose de passer à une autre séquence de l'émission. Ça s'appelle Nom de Zeus. Vous savez ce que c'est. Hein, ça va être des questions. Et pour faire la transition, je vais garder dissociation et je vais vous dire, moi, à la fin du premier épisode, j'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Mais vraiment, je me suis dit, c'est pas possible. Est-ce que vous, ceux qui ont vu le premier épisode, à la toute fin, est-ce que quelque chose vous a autant choqué que moi? Gauthier, est-ce que tu vois de quoi je parle? Je vois pas du tout, non. Edmina? Non. Eh bien, l'épisode se termine avec un écran noir et les mots dirigés par Ben Stiller. Ah bah oui. Et là, je me suis dit, mais Ben Stiller, c'est le comique. C'est le gars qui... C'est Marie à c'est tout le prix, comique quoi. un peu lourd. Pardon, Gauthier? C'est Marie à tout prix, c'est des trucs un peu. Bah, c'est pas lui qui a fait Marie à tout prix? Si, Ben oui, c'est ça. c'est Ouais, aussi voilà. Tonnerre sous D'accord. les tropiques. Exactement ça. Et je suis tombé de haut, quoi. Je me suis dit, mais dans ma tête, Ben Stiller, je l'avais caractérisé comme un comique un peu lourdingue, à la Jean-Marie Bigard en France, et puis basta. Et donc, j'ai été voir son Wikipédia pour en apprendre un peu plus sur lui. Et oh mon Dieu, mais je me suis trompé sur son compte. Je
Je vous ai préparé quelques petites questions donc sur Ben Stiller. Alors, il a réalisé quelques épisodes de Dissociation. La réalisation, elle est vraiment phénoménale. Hein, on l'a pas assez dit dans la première partie. Et donc, j'ai un petit peu regardé son parcours de réalisateur. Et je vais vous demander de trouver les noms de quelques films qu'il a réalisés en partant du pitch. Par exemple, une équipe de tournage filme par erreur un film de guerre. Il se Tonnerre sous retrouve... les tropiques. Ouais, je ne vais pas les terminer, bravo, tout à fait. Je l'ai cité tout à l'heure. Un autre exemple, donc là, il a réalisé Tonnerre sur les tropiques, tu vois, un film que j'ai adoré, qui sera d'ailleurs dans l'instant culte dans 3 semaines. Un film où j'ai envie de dire chaque acteur est méconnaissable. On Ouais. pourra faire un jeu d'ailleurs autour de ça dans l'émission L'Instant Culte, mais c'est impressionnant. Est-ce que tu avais reconnu par exemple Tom Cruise? Tom Cruise. On a pensé au même. Ben non, Ouais. il est phénoménal dans le film. Phénoménal. Moi, c'est quand Ouais. je l'ai vu, c'est quand j'ai vu le générique dérouler et que je vois Tom Cruise, je fais quoi? Tom Cruise était dans le film? Et il a fallu que j'aille chercher pour savoir quel acteur il jouait. Non, super Je savais même film. pas qu'il était dans le film, Tom. Ah bah tu vois, tu t'es fait berner et un film très critiqué encore hein, et que Ben Stiller continue de défendre corps et âme. Un autre pitch. Un employé de bureau d'un grand magazine de voyage part à la recherche du négatif numéro 25 appartenant à un grand photographe. Est-ce que vous voyez de quel film je parle? Pas Walter Mitty ou Walter Mitty, je sais plus quoi. Non, mais c'est ça, bravo. Et, La vie rêvée de Walter Mitty. Ouais. Voilà, C'est un bon, très beau film d'ailleurs, un très beau film que je vous conseille. Et justement, où là, on n'est pas sur l'humour très pipi caca que vous pouviez dire de Ben Stiller. J'ai une dernière question pour vous. Le père de Ben Stiller s'appelle Jerry et il a joué dans une sitcom culte, notamment pour les stand-uppers français. Est-ce que vous savez de quelle série je parle? Les stand-uppers français, qu'est-ce que c'est? Ah, les stand-uppers, ok. Waouh. C'était gratuit, Ok, pardon, Jérémy, hein. excuse-moi. Et j'avais oublié C'était qu'il une fallait moquerie composer gratuite, avec ça. ton accent à hacher. Alors, je veux bien que tu répètes un peu ta question, pardon. Alors, le père de Ben Stiller, Jerry, ça c'est un indice, a joué dans une sitcom culte aux États-Unis. Et elle est surtout aussi culte pour les stand-up français. Parce qu'ils l'ont pillé, quoi. Ils l'ont pillé. Ah, moi, je l'aurais pas. Ouais, c'est bon, moi je l'ai. Je crois que je l'ai. Vas-y. C'est la série Seinfeld. Ouais, bravo, c'est ça. Ouais. Exactement. Il jouait le père de George, pour ceux qui connaissent la série. Exactement. Georges Costanza, quelque chose comme ça. Exactement. Ouais. Exactement. Alors ça, je peux dire que Seinfeld, je l'ai vu et revu. Tu serais pas cinéphile, toi, par hasard? Pareil. Ok, très bien. Ben, James, pour une fois, tu gagnes un jeu. D'habitude, tu es... C'est vrai. D'habitude, je suis bon dernier. Je suis vraiment ravi aujourd'hui de finir sur la plus haute marche du podium. Vraiment, ça ne m'arrive que trop peu souvent. Ok, je vous propose de faire une première pause musicale moi, et pour j'ai- fêter le retour de Alors Gauthier. là- Gauthier, qu'est-ce qu'on écoute J'ai une chanson que j'adore depuis quelques Allez, temps, t'as 20 secondes pour qui réfléchir. s'appelle My God Has a Telephone. When I need small reminder, when my legs cannot find the road, when I'm heavy with my burden, so my bed is tired and bold. All these questions I've collected, it brings the answer to my ear. Because my God has a telephone, hear it ringing in the morning. My God has a telephone, hear him calling out a warning. Maybe long
De retour dans Et alors sur radioverse.fr, de retour avec Gauthier, Elmina et James. Bonsoir tous les trois. Et rebonsoir, Chris. Rebonsoir. On poursuit, je vous propose de tirer un carton rouge au film Captain America 4. En avant. Je suis très sensible que vous soyez tous attentifs à la vie de ce jeune garçon, mais quand il y a faute au football, il y a carton rouge. James, est-ce que tu peux nous faire le pitch de ce 4e épisode ? Captain America 4, c'est simplement la suite de l'univers Marvel et la reprise du bouclier par notre très cher Falcon, à savoir Sam Wilson, qui a pris la relève du temps regretté réel, enfin premier en tout cas Captain America, Steve Rogers. Et comme son nom l'indique, tout va au plus mal dans ce nouveau monde post-guerre, en tout cas des pierres d'infinité. Et donc, du coup, il faut bien réinstaurer quelque chose de très organisé pour que le monde continue à bien aller. Mais forcément, des entités criminelles vont venir semer la zizanie, comme dans tous les films un peu d'espionnage à l'américaine aux alentours de l'écurie Marvel. Ouais, voilà. Pour remettre de l'ordre, ils font appel à un président va-t-en-guerre. Donc c'est peut-être la seule bonne idée du film, mais pas poussée, hélas. Donc un président qu'on aurait aimé voir en caricature de Donald Trump, mais la caricature s'arrête très très rapidement pour laisser place à un film qui n'est pas un film, quoi. C'est un peu une catastrophe, je trouve, ce film. L'as-tu aimé, toi, James ? Alors, moi, je vais être un petit peu plus nuancé et pas y mettre un carton rouge, dans le sens où on est sur l'écurie Marvel, et tu connais mon amour en tout cas pour ces films-là et pour cette franchise-là. Donc non, effectivement, je vais pas y mettre un carton rouge, mais effectivement, on est très loin des premiers Captain America. On est très loin, mais comme ces derniers temps, des très bons films de l'univers Marvel. On a un personnage, un semi-antagoniste, j'ai envie de dire, en la personne du président, donc joué par Harrison Ford. Harrison Ford qui remplace le regretté William Hurt qui jouait donc Thaddeus Ross, justement, durant le Marvel Cinematic Universe. Et du coup, effectivement, ça fait bizarre de voir un Harrison Ford dans un rôle comme celui-ci, qui lui colle pas franchement à la peau, je trouve. Et le plus gros regret que j'aurais envers le film, et la plus grosse critique que je peux avoir, c'est réellement de nous avoir fait un film, enfin une bande-annonce plus exactement, une bande-annonce qui donnait tellement envie et dans laquelle on se disait c'est peut-être le renouveau et en tout cas la renaissance de l'écurie Marvel à travers son MCU. Et au final, pas du tout, ça tombe assez à plat. Mais pour autant, je trouve pas que ce soit un film devant lequel on s'ennuie. C'est un film qui fait légèrement avancer les choses du côté du MCU également, et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, donc j'ai envie de dire, attendons la suite. Ouais, bon, moi, ce qui me gêne, c'est que le film est basé sur un suspense, et que le suspense, il est éventé dès que tu vois la bande-annonce. Donc, le suspense, c'est qu'est-ce que le grand méchant a prévu pour le nouveau président des États-Unis. Eh bien, tu le vois dans la bande-annonce, il va le transformer en Hulk rouge. Donc, tout le film, là, perd son intérêt total parce que tu ne crois plus du tout au suspense. Pire, on a fait une série sur Captain America, Captain America et le soldat de l'hiver, Falcon et le soldat de l'hiver, qui est passé sur Disney+. Et pendant 8 épisodes d'1 heure, tu avais Captain America qui se grattait la tête en disant « Est-ce que je suis digne du bouclier ? Est-ce que je suis digne du bouclier ? Oh là là, oh là là !» Et c'est reparti dans le film. Il nous refait encore ce coup-là alors que c'était réglé dans la série. Mais et la fin est terrible. La série était par contre pour le coup très mauvaise. Série, film, même combat. Et la fin du film, dans l'hôpital, avec son pote à l'article de la mort, et qui lui dit « J'aimerais tellement être toi », avec les larmes aux yeux. Allez, salut. Allez, à demain. salut. Moi j'ai envie de dire vivement Thunderbolt, petit Astérix, le futur film est un peu le Suicide Squad du MCU, et ça je pense que ce film va nous réserver pas mal de surprises. Oui, bon, alors on verra si les prochains films relèvent le niveau, mais pour le moment, Captain America 4, c'est plutôt Captain America caca.
Ah, c'était nul, mais on n'attendait pas moins Ah, que toi. j'ai foiré. Est-ce que tu peux tout de suite, s'il te plaît, changer de chronique? Ouais, on change. On enchaîne. Allez, on enchaîne avec T'as vu quoi? Et je vous propose de tous tomber sur Almina, puisqu'elle est la seule à avoir vu ce film. On y va. T'as vu quoi? Hein? Qu'as-tu vu? Almina, de quoi vas-tu nous parler? Alors, je vais vous parler de The Brutalist. Alors, est-ce que tu peux nous faire le pitch? Oui, alors c'est un architecte qui émigre aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale pour fuir le régime nazi. Alors, le film est venu en France avec une réputation de chef-d'œuvre. Euh, tous les médias que j'ai lus, tous les articles que j'ai lus sont hyper laudatifs sur ce film. Chef-d'œuvre, Adrien Brody est un génie, quel acteur, etc. Et pourtant, il y a quelques voix qui s'élèvent, notamment SoFilm, un magazine de cinéma que je recommande, que j'adore et qui est très bien, et qui pose la question est-ce que The Brutalist mérite. Est-ce que tu reprends est-ce que les spectateurs de The Brutalist méritent de se faire matraquer dessus pendant 4 heures? Donc, c'est la question que je te pose. Est-ce que ce chef-d'œuvre annoncé a au pied des sabots en fer forgé ou des petites claquettes chaussettes très élégantes et très maniables? Alors, bah, moi, en lisant le synopsis, je m'attendais à autre chose. En fait, je m'attendais à plus, comment dire? Plus d'évolution, en fait. Je trouve que c'est très bien, on n'a pas vraiment l'impression qu'il dure 3 heures, enfin, c'est pas dur à regarder, enfin, c'est pas trop long, mais en même temps, je trouve qu'il y a pas d'utilité que ça dure 3 heures. Étant donné que je trouve que l'évolution, bah, il y en a enfin, c'est intéressant, mais en fait, je trouve qu'on aurait pu développer sur d'autres choses parce qu'en fait, ce qu'on voit dans le film, c'est vraiment, l'architecte qui construit des bâtiments et on voit limite que ça. Enfin, il y a pas vraiment de développement sur sa vie, comment il vit, en fait, c'est vraiment on voit que ça. En fait, moi, c'est je pense que je reste bloquée sur le fait que je m'attendais à autre chose. Je m'attendais vraiment, je sais pas, à plus le voir, avec sa femme et en fait, on a l'impression de voir que des bribes de sa vie et c'est tellement concentré sur l'architecture, on a du mal, en fait, à voir, quel était le personnage, l'architecte derrière ça. Et donc, bah, là, parce qu'on a bientôt les Oscars qui vont se dérouler. Si je ne m'abuse, c'est d'ici quelques jours ou quelques semaines. Adrien Brody, il faut savoir qu'il est en compétition contre Timothée Chalamet, qui joue un parfait inconnu. Ralph Fiennes pour le film Conclave, Sébastien Stan pour The Apprentice et son rôle de Donald Trump, magistral. D'après toi, est-ce qu'il a ses chances de gagner cet Oscar? Alors attention, je préviens, hein, l'Oscar revient à Sébastien Stan pour son rôle dans The Apprentice, son rôle excellent de Donald Trump. Je n'accepterai aucun autre acteur gagnant. Ah pardon, Point final à la ligne. j'étais en train de croire là une seconde que tu avais déjà le nom dans l'enveloppe du gagnant ou que j'avais loupé la cérémonie. Tu m'as fait peur. C'est Sébastien Stan, hein, je suis désolé. Hein. Il Sébastien n'y a pas Stan, ouais. d'autre. Hein. Point. Non, mais je suis d'accord. Moi, pour avoir vu aussi bien Conclave, The Apprentice, bon, même si je reconnais, l'énorme talent de Adrian Brody, on ne peut pas, il n'y a pas match. Sébastien Stan dans The Apprentice qui joue Donald Trump, il est vraiment à coller à la peau du personnage et à incarner à la perfection cet homme avec son ascension folle et fulgurante. Ouais. N'allez pas voir The Brutalist et allez voir The Apprentice. The Apprentice, Hem merci. Si je peux quand même ajouter, enfin, je pense que j'ai comment dire? Le compte rendu que j'en ai fait est plutôt négatif, mais honnêtement, j'ai quand même trouvé que c'était une belle histoire. En fait, je trouve que l'histoire est touchante, même si je m'attendais à autre chose. Je pense que l'histoire est touchante, donc moi, je dirais quand même que ça vaut le coup, d'aller la voir, d'aller voir le film. OK, bah, écoute, on y jettera un œil. Peut-être qu'on attendra quelques mois de pouvoir, le trouver, sur certaines plateformes et on en redébattra peut-être et peut-être qu'un jour, on verra ce film apparaître, dans l'instant culte. Exactement. Et on dira oh Elmina, pourquoi je t'ai pas écouté Elmina?
Parfait, avant de rendre l'antenne sur radioverse.fr, des petites précisions sur le programme. Ce dimanche sera diffusé Synépopée consacrée à la saga Tuche. Attention, il y aura peut-être un petit peu de retard, sans doute, un petit peu de retard sur la diffusion. C'est diffusé normalement à 15h, mais là, ce sera plutôt 19h. Donc, soyez à l'écoute à 19h exceptionnellement ce dimanche-là. De même que l'Instant Culte, diffusé normalement le samedi, aura un peu de retard ce week-end. Il sera sans doute diffusé à partir de lundi sur toutes les plateformes de streaming audio. Un petit week-end un petit peu chamboulé. Les horaires habituels reprendront la semaine prochaine. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. À bientôt.